Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture, ici Isabelle Royer. Aujourd'hui c'est Musique Culte, Patrick Duché aborde sa 5e saison, Jean-Louis Murat en 12 albums, c'est l'épisode numéro 5, le cours ordinaire des choses en 2009. Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, analyse numéro 5, Les Étoiles, de J.J. Ballard dans Vermilion Suns, c'est l'épisode numéro 4. Anne Hidrogou interview Monique Marie, militante auprès du Secours populaire, mais pas seulement. Douarès JLM, Jean-Louis Murat en 12 albums. Aujourd'hui, c'est le cours ordinaire des choses. De me chercher parmi les morts, inutile de m'adorer. L'âge de pierre au royaume où tout fabrique du faux, à me sombre jour funèbre que le cœur me paraît pauvre. Le cours ordinaire des choses me va comme un incendie. Je t'informe de ma présence, c'est un besoin d'infini. J'invoque ta substance. Purin d'idéaux où tout fabrique des sauts par la chose immuable. Je n'ai plus confiance en vous. Ce n'est pas la première fois que Jean-Louis Murat fait appel à des musiciens américains sur ses disques. Ce fut le cas pour Mustango, sorti une dizaine d'années avant ce cours ordinaire des choses, enregistré à Nashville, dans les mythiques studios de Ocean Way, où sont passés notamment Willie Nelson, Robert Plant ou encore les raconteurs de Jack White. Du reste, sur le blog Save My Brain, l'Auvergnat ne tarit pas d'éloges sur le professionnalisme des musiciens locaux. Tout est resté comme dans les années 70. Tous les enregistrements se font sur des bandes, aucun ordinateur. À Nashville, les types sont de vrais pros. J'attaquais mon morceau et à peine une minute après, elle me disait « Ok, je suis prêt ». Je réponds « j'ai pas fini le morceau, il y a un pont ». Et le type me disait que, vu comme j'entamais, il voyait quel genre de pont j'allais faire. Alors on enregistrait et c'était bon du premier coup, on faisait toujours une deuxième prise par sécurité, mais tous les titres de l'album, ou presque, sont des premières prises. Au sein de l'équipe de production française, on retrouve des fidèles comme Christophe Dupuis et Émeric Letocard. Cet album témoigne aussi de l'amour de Murat pour le son country folk du sud des États-Unis. Durant l'enregistrement, la cinéaste Laetitia Masson tourna un documentaire fiction de 45 minutes en mode road movie intitulé Falling in Love Again, qui est aussi le nom du deuxième titre figurant sur le CD. Chaque album de Murat est porté par un, ou parfois plusieurs, titres phares dont on se plaît à fredonner le refrain. C'est le cas de l'énigmatique et épique Comme un incendie qui introduit cette chronique. Les paroles sont un enchevêtrement de mots précieux ou crus. Il est question d'un purin d'idéaux, de boobs, de saints in English, de boobs enterrés sous des yaks, du bras de Dieu, d'enculade. Comment s'y retrouver dans ces cut-up improbables, peut-être inspirés de William Burroughs ou de Bowie. Course à Paris, tous disent bonjour, grand cambriolé, âme neuve, tournevis, petit Dieu encoléré. C'est tout l'art de créer des chansons avec des mots qui claquent lorsqu'ils sont accolés les uns aux autres et qui laissent partir l'imagination par leur seule force sonore. Dans son édition dominicale du 20 septembre 2009, le quotidien La Montagne
blagueur, parle d'un Jean-Louis Murat dernier cri, ou Christ, en jouant sur l'euphonie du mot cri. Du reste, Murat dresse un parallèle entre les studios Ocean Way, installés dans une ancienne église, et la basilique romane d'Orcival. Il se présente comme un mécréant mystique au journaliste Dominique Diogon. Écoutons donc un extrait de Lady of Orcival. Sais-je encore tout à ça, tout mort, nous lèche et nous dévore, pauvre lady. Que dire de ça, tout s'écoute, tout un bois, tout se tient à l'étroit, pauvre lady. Allure de sport, sans futur, sans remorse, pavane en plein midi. Subir la loi, tout casse sous ce poids, amen, alléluia, pauvre lady. Golden lady. La foule en nous coupe les jarrets, plus de chant, plus de lait. L'excellent blog sur Jean-Louis Murat parle d'un bougnat chez les cow-boys et cite le trouvère auvergnat ainsi. Bizarrement, je n'ai jamais été un grand fan de country music. Mais ça fait une bonne dizaine d'années que j'avais cette envie-là, d'enregistrer à Nashville. Si le précédent album, L'épuré Tristan, sorti un an auparavant, n'a pas connu un grand succès, il semble que ce 21e opus est plus à la critique. Ainsi, le site AllMusic, en la personne de Steve Leggett, écrit « Jean-Louis Murat is the French equivalent of Leonard Cohen in many ways, and his sensitive and lyrically ambitious songs are among the best on the French rock scene and have been for many years. » Je pense que vous aurez compris. Ce succès peut être dû, comme expliqué avant, à la qualité des musiques et aux sonorités roots, interprétées brillamment par des musiciens ayant joué, entre autres, avec Linda Ronstadt, James Taylor, Crosby, Stills, Nash & Young, Jerry Garcia, John Fogerty, Roy Orbison, Dolly Parton, Dusty Springfield, excusez du peu. Un ordinaire, en fait, assez extraordinaire. Un mot sur la pochette réalisée par le studio graphique MM. Celui-ci avait déjà réalisé celle remarquable de l'album Taormina en 2006, mais aussi celle de Björk, Madonna, Étienne Dao, Benjamin Biolay, Vanessa Paradis, etc., etc. Le visage de Murat se fond dans une forêt sombre, le titre du disque et de l'artiste ne sont que partiellement lisibles, et il semble que l'auditeur doit vraiment faire un effort pour entrer dans cet univers fait de territoires riches en sous-entendu, de cow-boys à l'âme fraîche, d'une taïga, peut-être un clin d'œil à l'album Mogba, sorti en 2005. Comme d'habitude, Murat enchante ou hérisse. Pierre Hamptin du blog culturel belge .culture écrit en février 2012 « Je ne suis pas un inconditionnel de Jean-Louis Murat. Souvent, sa nonchalance snob et son flux verbeux invertébré m'agacent. Tout en avouant des attachements singuliers pour certaines fulgurances, des traits de génie, entre intransigeance, voyance et posture romantique pour midinette. » Or, Murat, justement, ce n'est pas une suite de CD, un travail à la chaîne dont on jaugerait la production en fonction d'un modèle, une marque déposée par ses plus grands succès. Non. C'est un entrelac de paroles que n'enferme pas l'enregistrement, un rhizome textuel, ruisseau d'encre et de salive. C'est le plus littéraire des chanteurs français, ruissellement de mots dans lequel l'artiste s'égare, s'enveloppe, palpite, se protège et d'où il jette ses anathèmes. Tout est dit. Terminons alors avec 16h, qu'est-ce que tu fais ? Tiens, c'est justement l'heure où j'enregistre cette chronique. De
Le mois prochain, nous parlerons de Grand Lièvre, sorti juste après, en 2011. D'ici là, bonjour chez vous. 10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Nous arrivons aujourd'hui au 4e épisode de la série consacrée au recueil de nouvelles Vermilion Sounds de J.G. Ballard. Et puisque cette villégiature estivale et sa plage de sable nous est maintenant familière, écoutons sans plus de commentaires les premières pages de numéro 5, Les Étoiles. Tous les soirs de l'été à Vermilion Sounds, les poèmes insensés de ma belle voisine traversaient le désert depuis l'atelier numéro 5, Les Étoiles, jusqu'à ma villa. Rubans colorés qui se dénouaient dans le sable, comme les fils d'une toile d'araignée mise en pièces. Toute la nuit, ils voletaient autour des piliers sous la terrasse, s'entrelaçaient à la grille du balcon, et au matin, avant que je les balaie, ils s'en trouvaient déjà d'accrochés à la façade sud de la villa, comme une bougainvillée d'un éclatant rouge cerise. Une fois, après avoir passé 3 jours à Red Beach, je trouvai à mon retour la terrasse entière remplie d'un énorme nuage de rubans de papier de soie multicolores qui envahirent le salon quand j'ouvris les portes-fenêtres, s'insinuant entre les meubles et les rayons de la bibliothèque comme les vrilles délicates d'une plante géante et inoffensive. Ensuite, des jours durant, je ne cessais de découvrir des fragments de poèmes partout. J'allais me plaindre plusieurs fois, parcourant à pied les 300 mètres à travers les dunes, pour remettre une lettre de protestation, mais personne ne répondit jamais à mon coup de sonnette. Je n'avais vu ma voisine qu'une seule fois, le jour de son arrivée, alors qu'elle traversait les étoiles dans une énorme Cadillac Eldorado, décapotable, ses longs cheveux flottant derrière elle comme la coiffure d'une déesse. Elle avait disparu en trombe, et je ne gardais d'elle que l'image fugitive d'un brusque regard dans la blancheur d'un visage glacé. Qui était Aurora Day ? Je me le demande souvent à présent. Traversant comme une comète d'été la voûte placide d'un ciel hors saison, elle semble être apparue dans des rôles différents à chacun des membres de notre petite colonie aux étoiles. Je la pris d'abord pour une belle névrosée, jouant les femmes fatales, mais Raymond Maillot voyait en elle une des madones explosives de Salvador Dali, une énigme capable de chevaucher sereinement l'apocalypse. Je me rappelle très bien comment je découvris le premier de ses poèmes. Un soir après dîner, je me reposais sur la terrasse, ma principale occupation à Vermilion Sounds, lorsque je remarquai une sorte de banderole traînant sur le sable en contrebas de la balustrade. À quelques mètres de là, il s'en trouvait plusieurs autres, et pendant une demi-heure, je les observais qui volaient çà et là légèrement, parmi les dunes. Les phares d'une voiture brillèrent dans l'allée menant à l'allée numéro 5, et j'en conclus qu'un nouveau locataire s'était installé dans la villa, inoccupée depuis plusieurs mois. Finalement, par pure curiosité, j'enjambais la balustrade, sautais dans le sable et ramassais l'un de ces rubans de papier rose et soyeux. C'était un fragment long d'1 mètre environ, à la texture aussi fine que celle d'un pétale de rose, si fine qu'il commença à floconner et à se dissoudre entre mes doigts. L'élevant à la hauteur de mes yeux, je lus « Te comparer à une journée d'été, tu es plus belle ». Je le laissais s'envoler dans l'obscurité au-dessous du balcon, puis me penchai pour en ramasser délicatement un autre que je dus désentortiller du pilier auquel il s'enroulait. Imprimé sur toute sa longueur dans les mêmes caractères néoclassiques et surchargés, il y avait « Milaki au brisant, droit sur la mer divine, et nous avons dressé mât et... » Je regardais par-dessus mon épaule. La clarté baignant le désert avait maintenant disparu, et à 300 mètres de là, la villa de ma voisine resplendissait, telle une couronne spectrale. Je jetai encore un coup d'œil au ruban. Shakespeare ou Ezra Pound ?
Ma voisine avait des goûts des plus curieux. Mon intérêt faiblissant, je remontais sur la terrasse. Les jours suivants, les banderoles continuèrent de volter parmi les dunes. Mais au début, c'est à peine si j'y prêtais attention. J'étais alors rédacteur en chef de la revue poétique d'avant-garde Wave 9, et mon atelier était déjà plein de bandes magnétiques et de vieilles épreuves d'imprimerie. Je n'étais pas non plus particulièrement surpris de me découvrir une poétesse comme voisine. Aux Étoiles, presque tous les ateliers sont occupés par des peintres et des poètes, en majorité abstraits et non productifs. Par la suite, cependant, les banderoles survolant les dunes devinrent plutôt gênantes. Puisque mes lettres de protestation ne donnaient aucun résultat, je me rendis à la villa de ma voisine avec la ferme intention de la rencontrer en personne. Le soir même, cependant, je parlais enfin à ma voisine. J'étais allé me coucher vers 11h et je dormais depuis 1 heure environ lorsque quelque chose me réveilla. La lune brillante à son apogée se mouvait derrière de hauts bancs de nuages vert pâle qui projetaient une chiche clarté sur le désert et les étoiles. Puis je la vis, elle, lorsqu'elle apparut un moment parmi les dunes, en promenade solitaire, dans le sable nocturne. Elle portait une longue robe blanche qui ondulait derrière elle et sur laquelle ses cheveux sombres se déployaient largement dans le vent, comme l'éventail caudal d'un oiseau de paradis. Des banderoles lui flottaient autour des chevilles et au-dessus de sa tête. 2 ou 3 raies des sables pourpres tournoyaient inlassablement. Elle avançait, apparemment sans remarquer leur présence. Une unique lumière brillait derrière elle, à une fenêtre de l'étage de sa villa. Les éclats de quartz s'enfonçaient dans mes pieds nus, mais je parvins malgré tout à la rejoindre au moment précis où elle s'approchait du bord du récif. Je ralentis l'allure et lui touchai l'épaule. « Pardon de vous avoir fait peur, m'excusai-je, mais vous étiez plutôt près du récif. » Elle s'écarta de moi, haussant les sourcils avec surprise. « Quoi » dit-elle d'une voix incertaine. « Qui êtes-vous » Elle s'éloigna à grands pas dans le sable, emportant avec elle son halo ambré. Les raies oscillaient comme des pendules dans l'air sombre au-dessus d'elle. Je découvris qui était mon inconnu le lendemain. Je me trouvais au bar du salon après le petit déjeuner, lorsque je vis l'Eldorado tourner dans l'allée. Le chauffeur au pied beau jaillit de la voiture et de son curieux pas dansant boitilla jusqu'à la porte d'entrée. De sa main gantée de noir, il tenait une enveloppe rose. Je lui demandai de patienter quelques instants. Pendant que j'ouvrais la lettre sur le seuil, il regagna la voiture au volant de laquelle il s'assit pour m'attendre sans couper le moteur. Je suis désolée d'avoir été si peu aimable la nuit dernière. Vous avez fait éruption au beau milieu de mon rêve et m'avez fait peur. Puis-je vous offrir l'apéritif pour me faire pardonner ? Mon chauffeur viendra vous prendre à midi. Aurora Day. Je consultai ma montre, il était 11h55. Les 5 minutes vraisemblablement